la présentation que je vais faire aujourd'hui, en fait, est partie d'un passage de cet entretien que mentionnait Benoît avec Jean-Baptiste, donc un entretien de 2015, autour du rapport entre cinéma et anthropocène, où Jean-Baptiste avait avancé l'idée que la plus grande majorité du cinéma d'enregistrement, du cinéma en prise de vue réelle, peinait à figurer un peu les changements climatiques, peinait à donner une représentation au climat ou à la biosphère, alors qu'au contraire, le cinéma d'animation pouvait disposer de moyens plus à même de figurer des nouvelles formes de communauté et des nouvelles formes d'agentivité, d'action, qui permettaient d'envisager d'autres collaborations entre l'humain et le non-humain. Donc voilà, c'était un peu l'idée que le cinéma en prise de vue réelle ne peut pas filmer le climat et ne peut pas mettre en scène des acteurs comme les plantes, les animaux ou les machines, alors qu'à l'inverse, le cinéma d'animation part d'une sorte de redistribution de l'âme, des qualités, et que les principes même de cinéma sont de contester, on va dire, le postulat qui est à la base de l'activité industrielle, qui est que la nature est inerte et que il n'y a pas d'autre agent terrestre que l'humain. Voilà, le corollaire de tout ça, et ce dont je suis parti pour développer aujourd'hui, c'est que si on veut chercher dans l'audiovisuel, dans le cinéma, des pistes pour penser à un autre rapport entre l'humain et son environnement, il faut se tourner vers le cinéma d'animation. Et Jean-Baptiste renvoyait à Miyazaki dans cet entretien. Un exemple qu'on pourrait prendre pour commencer, ça serait donc ce film, l'avant-dernier film de Miyazaki, qui est son film à destination des enfants, qui s'appelle Pogno sur la falaise, qui tâche de donner une forme et une vie à un océan qui serait un peu vengeur par rapport à des humains un peu trop pollueurs. Et toute l'histoire du film, pour résumer un peu vite, c'est l'histoire d'une sorte de médiation ou d'une négociation entre deux types d'agents à travers l'histoire d'une fille qui fait le trait d'union entre une famille d'humains et un mage maritime un peu agressif. À cette première source de Jean-Baptiste s'est ajoutée la lecture d'un livre qui s'appelle Génie de Pixar, un livre de Hervé Aubron, qui est à la fois une très grande monographie sur Pixar et en même temps une réflexion sur l'histoire de l'anthropomorphisme chez les créatures animées, chez les toons, où une des grandes thèses du livre, c'est que Pixar manifeste par rapport au cinéma antérieur une sorte de redistribution des qualités humaines au-delà de l'humain, et manifeste aussi une sorte d'émancipation des créatures animées par rapport à la norme anthropomorphique. Deux exemples qu'on pourrait prendre. Le premier, ça serait Wall-E, donc film quand même assez connu aujourd'hui, où vous voyez un peu l'idée de cette histoire d'un petit robot, de sa copine robot, qui vont sauver l'humanité de son destin un peu inerte, où c'est un film dans lequel l'humain, de son côté, a perdu sa forme, est devenu amorphe, un peu, semi-paraplégique et un peu bibendum, alors que de l'autre côté, les robots, eux, sont devenus les conservateurs de la mémoire humaine et sont devenus un peu les derniers représentants de l'humanisme. Donc il y a une sorte de redistribution du rapport entre humain et machine, dans lequel, si on veut, l'humain n'a plus le monopole de l'humanité. L'autre film, ça serait Up, en français Là-haut, qui est un film de 2009, peut-être un peu moins connu, et qui est une sorte de confrontation entre deux âges des créatures animées. L'histoire, c'est celle de deux personnages, donc les deux qu'on voit sur l'image d'en bas, donc un vieil homme et un petit enfant, qui partent dans un pays reculé, en hauteur, où habiterait une sorte d'animal merveilleux, et qui rencontre un aventurier un peu chasseur qui pourchasse cet oiseau fabuleux. C'est un film qui organise la confrontation entre deux âges des créatures animées. Le premier qui serait l'âge classique, donc l'âge un peu anthropocentré, très impérialiste, assez écocidaire, dont les avatars sont le chien, comme au milieu de l'image, on voit que des chiens domestiqués que l'explorateur a doué de parole, qui représente une sorte d'âge révolu identifié à Disney, dans lesquels les toons sont des créatures subalternes, un peu dégradées par rapport à un homme dont ils sont les adjudants, alors qu'à côté, l'âge contemporain, ça serait cet oiseau fabuleux qui, d'un côté, émancipé de toute forme humaine, il n'y a plus aucun rapport de ressemblance à la forme anthropomorphe, et il y a aussi un certain mutisme qui fait qu'il devient radicalement autre, radicalement différent par rapport à l'humain. Donc c'est un peu un film qui manifeste une sorte de changement de paradigme et dans lequel les négociations entre espèces évoluent par rapport à l'âge de Disney. Donc ces deux sources, un entretien de Jean-Baptiste et le livre de Aubron, on essaie de croire qu'il y avait une sorte
réserve figurative qui permettait de penser comment réagencer les communautés politiques aujourd'hui, avec l'idée que le cinéma d'animation permettait d'inventer des modèles politiques dans lesquels on transcende les frontières de l'espèce et dans lesquels on articule ensemble des agents d'origine distincte. Tous ces films, par ailleurs, me semblaient un peu répondre ou raisonner avec un ensemble de textes contemporains. Je pensais en particulier aux travaux de Philippe Descola et à ses textes dans Par-delà nature et culture, à sa critique du grand partage entre nature et culture, avec l'idée que ce partage est un fait qui répond à une seule ontologie, ce qu'il appelle l'ontologie naturaliste, qui serait plus propre à l'Occident post-Renaissance, mais que il y a d'autres formes de rapports, d'autres formes d'ontologie qui pourraient se répondre ensemble. Et Descola a aussi écrit des textes d'anthropologie de la figuration où il analyse la manière dont certaines œuvres d'art, enfin pas des œuvres d'art, des œuvres, des créations, renvoient à d'autres types d'organisations et à d'autres types de rapports entre espèces. Et en dehors de Descola, il y avait les travaux de Bruno Latour et son projet d'anthropologie des modernes où il critique le cloisonnement intellectuel qui a été organisé par la modernité philosophique et qui a abouti à une sorte d'étanchéité dommageable entre société humaine et ce qu'on appellerait aujourd'hui la géohistoire. Et il y a un passage de son livre, le premier sur le PDF, qui est donc de ce livre, son grand livre de 1992, Nous n'avons jamais été modernes, qui me semblait beaucoup résonner avec le cinéma d'animation contemporain, parce que c'est un texte où il ne parle pas du tout d'animation, il parle d'histoire des sciences, mais il parle de cette question du morphisme et de la manière dont l'homme impose ou pas son morphisme, sa disposition formelle à d'autres agents extérieurs. Et il propose cette idée que l'homme n'est pas une norme transcendante, mais plutôt une sorte d'échangeur, une sorte de point de transit entre différentes formes. Et ça débouche un peu sur l'hypothèse d'une sorte d'échangisme formel, de brassage des morphismes, qui propose l'idée que, au lieu d'avoir des compartimentations formelles très tranchées entre les espèces, il y a une sorte d'hybridité généralisée qui permet d'annuler un peu l'essentialisme inhérent, au spécisme. Et je me suis dit qu'en en reprenant cette hypothèse de Latour, on pouvait un peu voir comment le cinéma d'animation contemporain rayait le partage entre humain ou non humain, floutait la ligne de démarcation et permettait une sorte de porosité formelle. Si on veut un peu schématiser la mutation que Pixar ou Ghibli ou d'autres peuvent représenter, ça serait une sorte de passage d'un essentialisme humain et d'un exceptionnalisme à une sorte d'antispécisme et de transhumanisme généralisé, dans lequel l'homme n'est plus du tout au centre du monde, mais plutôt au milieu des hybrides avec lesquels il échange en permanence. Ce changement est aussi une sorte de changement politique. Latour en a parlé dans un cycle de conférences qu'il a publié sous le titre « Face à Gaïa » en 2015, et dans lequel il énonce l'idée que la politique n'est plus le propre de l'homme et qu'on peut du coup rebattre un peu la carte des appartenances entre l'homme et le non-humain. C'est là qu'il parle du coup de cette expression de peuple de Gaïa, on a l'idée d'un peuple à la souveraineté étendue qui donnerait une représentation politique au climat, à la biosphère ou à d'autres agents. Et j'avais un peu l'impression que ce peuple-là était celui qu'on pouvait voir dans les films des studios Ghibli ou Pixar. Un exemple parmi d'autres, le film de Takahata de 1994, Pompoko, qui est le deuxième film de Takahata dans mon souvenir, qui réinvestit la figure du tanuki, une sorte de figure de chien vivrain ou de raton laveur japonais, qui dans la tradition japonaise est doué de métamorphose. Il réintroduit cette figure pour interroger d'une part le rapport entre forme humaine et forme non humaine, puisque c'est des êtres doués de métamorphose qui passent leur temps à changer de forme et pour qui l'humain est juste une forme parmi d'autres, et en même temps qui viennent à cohabiter, entreprendre une cohabitation avec les humains, puisque tout le récit du film, c'est comment ils essayent de se défendre contre un projet d'urbanisme qui tenterait de raser leur territoire d'origine. À ce peuple de Gaïa, je pense qu'on peut ajouter un second peuple plus technophile, qu'on pourrait appeler le peuple informatique ou le peuple du silicium, dont le but n'est pas de donner des droits aux espèces ou au climat, mais plutôt aux créatures numériques,
aux robots, à tous les agents techniques non humains, dont voilà, la meilleure représentation au Japon serait peut-être les films de Mamoru Oshii, comme Ghost in the Shell, mais qu'on trouve aussi dans des films de Pixar. Donc là, j'ai mis la fin de Wall-E, où il y a une sorte de communauté utopique des robots et des humains sur la planète Terre, et la fin de Toy Story 2, dans lequel voilà, les jouets retrouvent et forment une sorte de communauté avec cet enfant. Voilà, cet enfant. Du coup, j'avais un peu l'impression qu'avec tout ça, avec ces nouveaux peuples, il y a une sorte de changement de paradigme, puisque d'une part, l'appartenance politique comprend virtuellement tout ce qui se trouve sous le ciel. Il y a plus, voilà, la politique n'est plus l'apanage des communautés humaines. Et d'une part, il y a un changement historique, puisqu'on sort d'une sorte de progressisme qui a un peu défini la modernité à partir de, on va dire, de Kant et Hegel, pour plutôt évoluer vers une sorte d'historicité anthropique ou équilibriste qui change le rapport voilà, à l'horizon historique. Et enfin, dernier aspect, ce serait une sorte d'abolition des normes au profit d'une sorte de pluralisme des formes entre toutes ces créatures. J'ai fait un tableau, désolé pour la mise en page, j'ai cherché les cours d'informatique quand j'étais en thèse. Donc voilà, je suis encore assez primaire de ce point de vue-là, mais voilà, c'est une sorte de tableau qui résume l'opposition entre peuples modernes et ce qu'on pourrait appeler voilà, les deux autres peuples aujourd'hui. Donc je vous laisse voilà, admirer le quadrillage du tableau. Voilà, je pense qu'il y a deux termes qui sont des néologismes qui pourraient un peu résumer ces évolutions. Donc d'une part, l'entropie, qui désignerait voilà, cette forme d'historicité liée au changement anthropique et qui voilà, renverrait à la déperdition énergétique propre à l'entropie, et donc l'anomie, hein, en référence à l'absence l'absence de nomos, de normes, que voilà, on pourrait renvoyer. Enfin bon, c'était des inventions nocturnes d'un goût variable. Voilà, la question c'est l'animation existe depuis les débuts du cinéma, et on pourrait me dire à juste titre que voilà, ce principe d'animation du non-humain a toujours existé, c'est le principe même de l'animation. Et donc voilà, qu'est-ce qui a changé récemment par rapport à ça ? Voilà, j'ai un peu l'impression que l'animation classique, dont la forme emblématique serait le studio Walt Disney, faisait animer les êtres d'une manière à rapporter toute créature justement à une norme anthropomorphe. C'est un peu le paradoxe de Disney, c'est que d'une part, il a été le plus obsédé de tous les animateurs classiques par l'idée d'inventer un espace figuratif où pourraient cohabiter les humains et les créatures animées. Le premier film du studio Disney, enfin la première série de courts-métrages dans les années 20, c'est un truc inspiré de Alice au Pays des Merveilles, qui s'appelait les Alice Comedies, et qui était une sorte qui était une des premières expérimentations d'incrustation d'images dans un univers animé. On voyait une petite fille filmée qui était rajoutée dans un univers de dessin. Et qui, voilà, son projet politique le plus connu, pour lequel il y a eu un acharnement infini, c'est les parcs Disneyland. Le premier a été créé en 1955 pour, au début, les membres de son studio, et qui, pour lui, représentait justement cette utopie d'un espace partagé entre êtres fabuleux et humains. Mais voilà, cet espace partagé, pour lui, il est très hiérarchisé, et il est un peu structuré par une idéologie de la race qui, dans les récits, se retrouve sous une forme, on va dire, spéciste, assez forcenée. Bon, on connaît le positionnement idéologique de Disney. C'était un antisémite, un raciste notoire, un anticommuniste fervent qui avait dénoncé les gens de son studio FBI. Enfin, c'était un amoureux des hiérarchies sociales. Et cet aspect se retrouve beaucoup dans ses fables. Voilà, j'ai pris plusieurs exemples. Bon, déjà, dans Bambi, en 1942, symphonie pastorale qui chante le cycle des saisons, mais qui surtout est imbibée d'un modèle royal et dynastique qu'on retrouve dans tous les films antérieurs. Le début de Bambi, c'est comme dans le début du Roi Lion, c'est l'acclamation de la naissance du nouveau prince de la forêt, voilà, avec la forêt qui n'est pas du tout un kolkhoz, qui est une sorte de société plus ou moins féodale, avec des rapports sociaux qui sont des rapports de race. Et on retrouve, non pas ici, on retrouve voilà, cette glorification de la race
et son corollaire, qui est une sorte de déclassement de la bâtardise, voilà, de critique du croisement dans des films comme Les 101 Dalmatiens ou Les Aristochats. Un autre exemple de cette hiérarchie, ce serait le livre de la jungle, qui est sorti 1 an après la mort de Disney, mais qu'il avait lui-même supervisé, qui est assez emblématique de sa conception du rapport entre animaux et humains, puisque voilà, un des passages les plus célèbres du film, c'est la chanson de King Louis, donc ce singe sympathique, qui explique à Mowgli vouloir être un homme, vouloir lui ressembler. Et d'une certaine façon, cette aspiration à la ressemblance humaine, ce désir d'anthropomorphisme, c'est un peu l'aspiration centrale de toutes les créatures de Disney, hein, qu'on retrouve dans La Petite Sirène, dans La Belle et la Bête, dans à peu près voilà, toutes les créations, même ultérieures, postérieures à la mort du fondateur. Voilà, c'est un studio qui n'a pas cessé d'affermir la croyance à la pyramide des espèces, hein, et d'encourager un certain mimétisme pour lequel les bêtes sont une sorte de copie un peu fade de l'humain. À côté de ça, le cinéma contemporain justement remplace cette logique normative par une logique plus distributive, dans lequel l'anthropomorphisme n'est plus un mimétisme, mais plutôt une sorte de simulation ou de jeu. Un bon exemple de ça, serait, voilà, si on compare Alice au Pays des Merveilles et Le Voyage de Chihiro, qui sont deux films qui sur le papier se ressemblent beaucoup. Hein, le film de Disney narre voilà, les aventures de Alice qui s'égare dans le monde des merveilles et dans lequel elle a une fonction plus ou moins messianique, hein, qui consiste à renverser le pouvoir royal de la reine un peu dingo. Et surtout, voilà, c'est la seule créature gracieuse au milieu d'un monde grotesque. Alors qu'inversement, dans Le Voyage de Chihiro, qui raconte a priori la même histoire, la fille, donc Chihiro, elle devient, au lieu d'avoir une fonction salutaire et messianique, devient une sorte de soubrette ou de lumpen prolétaire dans une sorte de onsen, hein, de bain japonais, où elle est vouée à des tâches de nettoyage et surtout où elle est tout le temps conspuée et tout le monde l'accuse de sentir mauvais et d'être disgracieuse. Hein, tous les autres créatures qu'on voit en elle une sorte d'erreur esthétique, hein, qui voilà, renverse ce rapport de hiérarchie formelle. Voilà, je pense avoir un peu, c'est un peu pour résumer la hiérarchie, enfin le changement général. Hein. On pourrait creuser en abordant un peu les spécificités de chaque cinéaste ou chaque studio et commenter un peu les techniques de réalisation. Juste quelques mots là-dessus. Bon, Ghibli, c'est un studio qui fonctionne encore beaucoup à l'animation à la main. On voit ça dans le dernier film de Miyazaki, hein, qui est pas un film sur le merveilleux, mais sur un constructeur aéronautique, et dans lequel il y a du coup une sorte de mise en abîme ou d'allégorie interne qui dessine un peu la manière dont est conçue l'animation, puisque ça raconte l'histoire d'un ingénieur aéronautique qui passe son temps à faire des plans et qui se marie à une peintre. Donc voilà, il y a les deux visages de l'animation qui sont représentés dans le film. Mais ce qui est peut-être plus intéressant par rapport à ça, c'est Pixar, hein, parce que c'était le premier studio à systématiser l'emploi du digital et à ne plus du tout recourir à la main. Voilà, le film qui est un peu le traité de l'animation numérique, ça serait Vice Versa en 2015, hein, peut-être un des plus grands films de Pixar, où il y a un peu aussi cette idée incidente que comme les créatures ne sont plus dessinées par des hommes, ils sont plus du tout faits à l'image des personnes. Enfin, il n'y a plus ce rapport démiurgique entre le dessinateur et son dessin, puisque voilà, ce qui enfante les toons, les créatures, c'est des logiciels informatiques, et donc du coup il y a une rupture de la ressemblance, puisque voilà, les créatures ne sont plus faites à l'image de leur créateur. Et ça, on voit ça assez bien dans le thème magique qui était omniprésent chez Disney. On voit ça dans Merlin l'Enchanteur, dans Fantasia. Enfin, il y a toute cette idée du mage comme figure du créateur, alors que dans Pixar, il n'y a plus du tout de thème magique, mais au contraire une sorte de technophilie sans mélange qui remplace un peu cette idée. Bon, pour épargner des développements excessifs, j'ai fait un autre tableau sommaire où on voit voilà, les oppositions entre les différentes formes d'ancêtres figuratifs et de problèmes esthétiques. Mais il y a peut-être la question
à poser pour finir, ce serait qu'est-ce qui motive ce changement, qu'est-ce qui est la cause de cette mutation esthétique au sein du cinéma d'animation. Bon, la cause évidente, c'est les bouleversements écologiques, mais la question, c'est quelle forme elle prend dans les films. Et voilà, j'ai un peu l'impression qu'il y a une sorte de lieu primordial dans l'animation depuis à peu près les années 90 qui hante ce cinéma et qui est la décharge ou la déchetterie, qui devient un lieu originaire dans à peu près tous les films. Si on regarde bien les scénarios, à tous les films de Pixar ou Ghibli, tous les personnages ont toujours un rapport plus ou moins torturé à l'ordure, à un devenir excrémentiel, et sont tous angoissés à l'idée de leur devenir déchets. Même si on prend un exemple récent comme le film de Wes Anderson, qui n'est pas un film Pixar, L'île aux chiens, qui est sorti cette année, qui a pour théâtre une décharge immense. Là-dessus, il ne fait que répéter une tendance générale à l'animation. Et voilà, j'ai pas l'impression qu'avant ça, dans le cinéma d'animation, sauf chez des figures un peu marginales comme Jerry Barta ou les frères Quay, ce qui étaient des cinéastes vraiment plus indépendants, il n'y a jamais eu une telle centralité de la question de l'ordure. Bon, voilà, pourquoi la décharge ? Bon, il y a la raison assez évidente qui est que bon, la décharge, le traitement des déchets est un peu au cœur des questions médiatiques, mais il y a aussi le fait que voilà, la décharge, le déchet, c'est bon, ça renvoie à la pourriture, à la décomposition, donc à tout ce qui est informe et qui du coup met en péril l'intégrité formelle des créatures, leur fait perdre leur contour. Voilà, on voit ça dans le bon film côté Ghibli, ça serait voilà, une fois encore Le Voyage de Chihiro, voilà, qui est un traité des métamorphoses, mais qui est aussi une sorte de portrait de l'informe, où il y a deux personnages centraux qui manifestent cette angoisse de perdre les contours et d'être attachés à de la boue, à des sécrétions polluées. Donc il y a l'esprit de la rivière, tout en haut, voilà, qui est devenu une sorte d'amas excrémentiel à cause des rebuts que la rivière a accueillis. Et il y a le personnage du sans-visage qui est privé de forme propre et qui grossit d'une manière assez peu gracieuse et sécrète un liquide visqueux et noir. Mais même de manière plus générale, au-delà de ce film, chez Miyazaki, il y a toujours une angoisse de la gangrène. J'ai pris une image de Princesse Mononoke, mais on voit ça aussi dans le château ambulant avec le personnage qui a aussi une main gangrénée. Qui renvoie, je crois, au fait que cette génération, la génération de Miyazaki, a beaucoup été marquée par le désastre de Minamata, un désastre de la contamination au mercure. Et voilà, le mercure est typiquement ce qui n'a pas de forme et ce qui promet à la mort, et c'est une chose qui hante ce cinéma. Chez Pixar, il y a plutôt une angoisse d'un autre type qui est celle, on va dire, de l'obsolescence programmée, l'angoisse d'être remisé, placardisé, mis au rebut. Dès Toy Story, le premier film en 95, il y a la peur de finir dans un sac poubelle ou dans un carton au grenier. Dans Toy Story 3, dans l'image d'en bas, ça finit dans une immense décharge avec un incinérateur où les personnages manquent d'être broyés et brûlés. Mais on trouve une peur assez équivalente dans Cars ou dans Les Indestructibles, ou même dans les films récents sur l'amnésie, dans Le Monde de Dory ou Coco, qui est sorti cette année, il y a la même angoisse d'être oblitéré, d'être un souvenir fossilisé et détruit. Et voilà, ce drame de l'obsolescence programmée renvoie assez nettement à celui de Pixar, par rapport à son outil informatique, où ces ordinateurs sont toujours remisés très très vite, puisque pour augmenter le rendu informatique, enfin le rendu des graphiques, il faut toujours optimiser le matériel et donc jeter l'ancien. Voilà, peut-être pour finir un peu voir j'avais un peu l'impression que les deux lieux primordiaux, du coup, c'est le compost d'un côté pour Miyazaki et la casse, la décharge pour Pixar. Mais ce qui m'intéresse, c'est les fables énergétiques qu'on trouve surtout chez Pixar, un peu moins chez Ghibli, où il y a beaucoup de films qui font des discours sur la mesure ou sur la réduction des dépenses énergétiques. Bon, dans Ratatouille, qui est en bas, c'est cette histoire de ce rat qui refuse de manger des déchets pour faire de la cuisine, mais dont pour qui le parangon de la bonne cuisine, c'est la ratatouille, parce que voilà, au contraire, c'est une sorte de révolution dans les restaurants parisiens, où au lieu de faire des viandes très saucées et avec énormément de condiments et de graisse, voilà, il fait de la ratatouille une sorte d'allégorie de la réduction de la dépense énergétique. Et sinon, il y a Monstres et compagnie, donc ce film de 2001,
qui raconte l'histoire de ces monstres sympathiques qui vivent grâce à l'énergie contenue dans le cri des enfants qui vont effrayer la nuit. Parce que voilà, en raison de la baisse tendancielle du taux de profit, il y a une sorte de baisse de rendement dans l'industrie du cauchemar. Et tout le film est l'opposition entre deux politiques, on va dire, industrielles. D'un côté, les méchants, qui est une solution productiviste prométhéenne qui consiste à rendre plus intensive l'exploitation de la frayeur avec des machines encore plus effrayantes. Et de l'autre, la solution un peu de capitalisme vert, on va dire, qui est représentée par les deux sympathiques monstres qu'on voit ici, qui est une solution plus écosystémique, on dirait, et qui consiste à plutôt chercher le rire comme ressource plutôt que la frayeur, en disant c'est plus respectueux de l'environnement, et le rire permet une sorte d'énergie renouvelable, alors que la frayeur, au contraire, nous met face à un problème de limite des croissances. Voilà, bon, peut-être pour finir pour de vrai plutôt, je vais rappeler un peu le texte. Il y a un texte assez méconnu de Sergei Eisenstein, donc le cinéaste soviétique, qui avait beaucoup écrit sur Disney, des textes qui ont été publiés il n'y a pas très longtemps, où il parle du totémisme de Disney et donc de la fonction totémique de toutes ces créatures, et il fait de Mickey une sorte de totem du capitalisme américain. Voilà, c'est un texte plein d'admiration, en même temps de vive critique à l'égard de l'idéologie patente de Disney. Et voilà, il propose cette idée que les créatures de Disney pourraient être vues comme des divinités protectrices des États-Unis. Et voilà, peut-être l'idée d'une recherche à venir qui croiserait un peu l'anthropologie contemporaine et le cinéma d'animation, ce serait un peu continuer cette inspection du totémisme à partir de Totoro ou de Wall-E ou de Luxo Junior, hein, l'emblème de Pixar, pour en faire une sorte de totem des mythologies post-naturelles et post-humaines. Enfin, voilà, le but n'est pas de créer une nouvelle religion, mais juste de voir un peu quelle inspiration anthropologique on peut trouver là-dedans. Merci. Donc bonjour. Donc en effet, voilà, je fais un travail à la fois de cinéaste et plus récemment, j'ai commencé un travail de recherche, mais de ce qu'on appelle recherche-création, dans le cadre d'une thèse à la fois à la FEMIS et à l'École normale supérieure, donc dans laquelle je développe à la fois des créations artistiques et un travail, on va dire, plus théorique autour d'un sujet qui est en fait un événement réel, mais dont je travaille une hypothèse qui est plutôt de l'ordre du fantasme, et à partir desquels des scénarios qui sont des scénarios qui partent du documentaire pour aller jusque vers la science-fiction. Donc cette thématique, en fait, cet événement réel, c'est la future construction d'une ville japonaise dans le sud de l'Inde, dont la première interprétation que j'avais lue en 2012, donc quelques mois après la triple catastrophe de Fukushima, était qu'il puisse s'agir d'un refuge pour l'élite japonaise en cas de nouvelle catastrophe, donc potentiellement de contamination totale du Japon, de disparition du Japon. Donc à partir de cet événement-là, j'ai commencé à travailler sur... mon idée, c'était que cet événement et cette hypothèse, surtout, le fait qu'elle puisse exister, donnait avoir quelque chose de notre état du monde, de pouvoir avoir cette hypothèse-là et l'envisager réellement, donnait à avoir quelque chose de notre état du monde actuel, et puis laisser aussi imaginer des développements futurs. Et donc c'est à partir de ça que j'ai commencé à travailler. À des formes assez différentes qui prennent aussi en fait comme qui s'interrogent aussi sur une question vraiment de narration, c'est-à-dire de comment raconter des histoires dans lesquelles le monde pourrait finir avant nous, par exemple, dans lesquelles on vivrait avec des entités qui ont des durées de vie incommensurables avec les nôtres, dans lesquelles on vivrait dans un territoire contaminé en cohabitant avec des entités non humaines qui seraient là, par exemple les isotopes radioactifs. Donc, savoir comment ce genre de choses peuvent se raconter, puis comment elles peuvent se représenter aussi, puisqu'il s'agit pour beaucoup de choses invisibles, de mutations qui sont de l'ordre du fondamental
dans notre vie, mais qui à la fois sont imperceptibles, invisibles, impalpables, et qui n'ont pas, c'était ça aussi qui m'intéressait, le caractère spectaculaire de ce qu'on a pu voir la plupart du temps dans le cinéma quand il s'agit de catastrophes, de fin du monde, d'apocalypse. Voilà. Donc voilà, mon travail il tourne un peu autour de ces questions-là, et il m'a entraîné dans un de ces développements à travailler dans la région de Fukushima, où j'ai fait plusieurs séjours ces 3 dernières années. Et où j'ai travaillé avec, dans une petite ville qui en fait est à 50 km de la centrale et qui a la particularité, c'est ce qui m'intéressait, d'avoir été contaminée suffisamment, par exemple, pour que toutes les récoltes de riz et autres, les années qui ont suivi la catastrophe, aient été totalement liquidées et impropres à la consommation, enfin décrétées impropres à la consommation, mais pas suffisamment pour que la population soit évacuée. Donc les gens ont continué à vivre sur place, et vivent sur place dans une situation très complexe, puisqu'ils sont face à une contamination qui ne se voit pas, qu'il est très difficile de mesurer, puisque la contamination radioactive fonctionne sous forme de taches de léopard. Donc il y a des endroits contaminés, d'autres non. Ça se retrouve à des échelles extrêmement, aussi bien au niveau du territoire qu'au niveau microscopique du brin de riz, donc où la tige peut être contaminée mais pas le grain, par exemple, ou une partie de la rizière peut être contaminée mais pas l'autre. Une ville à côté de la centrale peut ne pas être contaminée et une autre à 100 km extrêmement contaminée. Donc voilà, on se retrouve face à des situations très complexes, et où en plus ces mesures-là changent en fonction de l'écoulement de l'eau, du moment où les feuilles tombent des arbres, où d'un coup il y a beaucoup de radioactivité qui tombe sur la terre, etc. etc. Et donc le travail que j'ai mené sur place, je l'ai mené en me demandant justement comment travailler à représenter par les outils du cinéma une telle réalité. Et je l'ai fait également en collaboration avec une anthropologue qui est aussi ma directrice de thèse, qui s'appelle Sophie Houdard, et avec laquelle on a fait une partie de, on va dire, nos terrains en commun. Et donc ce que je voulais vous proposer, c'était de vous lire un récit qu'on a décidé d'écrire à 4 mains, et même un peu plus, puisqu'il y a d'autres voix. Donc il y a 4 mains, mais il y a plus de voix que ça. Il y a plus que 2 voix. Sur ce terrain commun, et justement sur la difficulté à en rendre compte, et donc où on a essayé de proposer aussi une forme de récit un peu particulière. Donc voilà, je voulais vous proposer de vous lire une partie de ce récit-là, et qui va se terminer à la fin par... enfin, j'évoque mon travail, le travail cinématographique que je fais sur place dans le texte, donc on y reviendra peut-être après, mais vous le comprendrez, je pense, à la lecture du texte. Et à la fin, il y aura un extrait de ce travail qui vous sera montré. Juste pour préciser, donc, ce récit est composé de nos 2 récits entremêlés, et qui est volontairement pas distingué de manière extrêmement claire, mais pour vous donner juste une petite clé, puisque nos outils ne sont pas les mêmes. Sophie donc, est anthropologue et travaille beaucoup à partir de ses notes et des notes qu'elle prend au quotidien sur tout ce qu'elle fait, les gens qu'elle rencontre, etc. Et moi, plutôt à partir de ce que j'ai fait cinématographiquement. Donc, il y a des petits signes dans le texte qui vous laisseront comprendre a priori qui parle, mais voilà, c'est volontairement un peu flou, puisque ça fait partie de cette réalité aussi. Alors, donc, le texte s'intitule « On sort donc les tripes petit à petit en faisant bien attention de ne pas les percer ». Samedi 14 octobre 2017. Arrivé à Towa tard le soir. Monsieur et Madame Ono t'ont attendu. Vous échangez les nouvelles de l'année passée. Mizuki a 15 ans et dépasse maintenant son père. Il a perdu son visage d'enfant. La grand-mère, Sue, 86 ans, continue à couper ses herbes et de bien se porter, même si ses jambes la font souffrir. Monsieur Ono a perdu une phalange à la main gauche cet hiver dans une machine. Monsieur Nonaka est décédé au mois de juin. Il ne s'est pas remis de son cancer. Monsieur Ono est allé à son enterrement à Niigata. Les saules du Vanier que tu avais ramenés au printemps l'année dernière ont bien poussé. Il faut maintenant un bon maître. La récolte de riz n'est pas terminée. Le temps a changé ces derniers jours, alors que tout le monde était en bras de chemise pour le Matsuri le week-end dernier, et l'a retardé. Au Matsuri, Mizuki a accompagné le cortège en jouant au taiko pour la première fois avec les autres de son âge. Le chien qui était là l'année dernière est mort.
Un jeune, blanc comme le précédent, même race, l'a remplacé. Impossible de te rappeler son nom. Le nouveau s'est pourtant vu attribuer le même, affublé d'un 2 ou même d'un 3, tu ne sais plus. Et un autre petit chien roux a trouvé aussi une place dans une niche à côté de la grange. Il n'est pas méchant mais fougueux et aboie beaucoup. Et puis les chats, les petits de la chatte à laquelle Léono avait donné ton nom, Sophie, sont maintenant des adultes. Il n'y a pas eu d'autre naissance depuis l'année dernière, pareil pour les émeux. C'est pour eux aussi qu'il a fallu attacher le deuxième chien qui leur faisait peur et menaçait de les attaquer. Tout cela listé maladroitement devant un verre de saké avant de te glisser dans le bain. Jeudi 19 octobre. Comme les jours précédents, la pluie continue à tomber toute l'après-midi. Tu vas à la Wine Factory pour profiter de la bibliothèque. De la salle de réunion où tu es installé, tu entends régulièrement les voix synthétiques d'un sanglier et d'un chien. Scène de confrontation et de terreur trafiquée censée servir de repoussoir. La dame qui t'accueille ce jour-là te dit qu'ils ont tout essayé en la matière, mais l'enregistrement se déclenche automatiquement même de nuit. Il effraie les enfants et empêche les gens de dormir, seuls les sangliers s'y sont manifestement habitués. Les chiens pour donner l'alerte, pour tenir éloignés les sangliers, pour faire en sorte que les choses se maintiennent à leur place, tandis qu'elles ont tendance, depuis quelques années, à se mêler inextricablement. John, le chien s'appelle John. John comme John Lennon. John tout, dit M. Ono. Ça y est, tu le revois t'expliquer en riant le nom de son chien. Mais pourquoi n'as-tu pas de trace de cet épisode dans tes notes ? Tu comprends que John compte dans les histoires de cohabitation auxquelles prend part aussi maintenant la radioactivité. John qui se succède à lui-même subtilement, différent mais sensiblement pareil. John dont on attend qu'il aboie à l'approche des sangliers censés rester dans la montagne. John qu'on promène si peu, ancre de la maison, balise. Autour, tout bouge. On n'est plus assuré de rien. Sans que, remarquer, cela se voit. C'est plus une question d'intensité. Les choses sont toujours là, ne ressemblant à rien d'autre qu'elles-mêmes, mais elles ne sont plus chargées de la même façon. Les sangliers sont plus présents, d'être en plus grand nombre et plus près des habitations. Les champignons dans les sous-bois ne font que rappeler le souvenir de ceux dont on se délectait, mais peuplent dorénavant une autre économie, celle des laboratoires expertisant la radioactivité. Lancinante est peut-être l'adjectif qui siérait le mieux à cet apocalypse. Sur le banc de montage, tu te repasses encore les rushs. Tu te dis que M. Hattori ressemble à un personnage de film et tu le revois arrivant chez les Ono et prenant place à côté de toi autour du kotatsu. Cette année, que le vent et la pluie ne cessent pas, tu as du mal à décoller de cette petite table basse chauffante recouverte de plaids en patchwork molletonné sous laquelle un trou dans le parquet permet de glisser ses jambes. Et tu aimes cette pratique qui colle si peu avec l'image que l'on se fait du Japon depuis la France où en quelques secondes tu te retrouves sous la couette avec de parfaits inconnus. M. Hattori est arrivé ce matin et ne se fait pas prier pour parler. Il a commencé ainsi. Malheureusement, il y a 6 ans et demi, une centrale de TEPCO a subi un accident. De ce fait, il a désormais été interdit de manger des champignons ou des sansai, ces légumes sauvages que l'on trouve dans la forêt. Et les centaines de milliers d'amateurs de champignons et de sansai de Fukushima se sont trouvés privés de l'un de leurs plus heureux plaisirs. Certains disent que l'on ne peut pas se plaindre tant qu'on a gardé la vie. Mais moi, j'ai du mal à me résigner à cet état des choses dans lequel on nous a volé notre plaisir. Je me suis demandé, est-ce qu'il n'y a pas vraiment un moyen pour pouvoir rendre ces champignons mangeables ? Je voulais essayer d'en retirer le césium. Donc, à moitié en m'amusant, je les ai fait tremper dans le sel, comme on le fait avec les tsukemono. Le sel a cette propriété de pénétrer l'aliment, et donc je me suis dit que si je retirais le sel, je pourrais retirer avec lui la teneur en radioactivité. Donc ces champignons qui étaient dans le sel, je les ai mis dans l'eau pour retirer le sel, et ensuite je les ai mis au sèche-linge pour retirer l'eau. Ces histoires que tu enregistres depuis 2 ans ne cessent de t'embarquer dans des récits étranges et contradictoires, des tentatives infimes et entêtées pour renouer les fils qui tissent les récits. Des rafistolages du sens, des petites réparations de liens, une manière de continuer à faire tenir la réalité ensemble. Et ici, tu dois avouer que ce n'est pas évident. Difficile d'imaginer un territoire bousculant à ce point tes références que celui de Towa. Ici, à 50 km de la centrale, la contamination radioactive a bien eu lieu, mais elle n'a pas laissé de traces, ou si peu. Elle n'a pas créé de zone, n'a pas laissé place à une nature sauvage qui reprendrait ses droits. Elle n'a pas laissé derrière elle des habitants malades, agonisant lentement de leur cancer. La catastrophe nucléaire, ici, 6 ans après, est quasiment invisible. Elle a produit de petits changements fondamentaux, mais aléatoires.
Il y a des sangliers, oui, plus nombreux qu'avant, certes, et qui causent des dégâts, mais est-ce que cela pourrait être comparable à une plaie d'Égypte ? Certains habitants ne pensent même plus à la contamination. Certains ne veulent plus y penser. Certains se sont constitués en groupe de plaignants contre le gouvernement et TEPCO, comme M. Hattori, pour demander la restitution de leur région telle qu'elle était avant. Certains se considèrent chanceux d'habiter dans une région verdoyante, loin des pollutions de la ville. Comment faire pour garder la trace de cette contamination invisible ? Tu regardes la photo que t'a envoyée Sophie. Il s'agit d'un grand arbre, un conifère, éventré et rafistolé de tôle, dont les branches immenses et fragiles sont soutenues de longues béquilles en bois reposant sur le sol. Tu connais cet arbre. La première fois que tu l'as vu, il te semble que M. Ono t'accompagne. C'est le lendemain de ta première arrivée à Towa et il t'emmène ici pour que tu aies une vue panoramique de toute la vallée. Il te laisse en bas et tu montes seul, sans trouver le point de vue panoramique. Tu remarques cet arbre. À moins que ce ne soit l'année suivante, quand tu t'arrêtes au même endroit pour manger et te reposer un peu. C'est à ce moment-là, alors que tu retrouves cet arbre, que tu remarques qu'il s'agit de tôle et non d'un mastic pour combler ce trou énorme dans son tronc. Où l'avais-tu déjà remarqué la première fois ? Tu ne sais plus, mais tu te rappelles d'un petit giseau posé au creux de ses racines. C'est à ce giseau précisément que tu as pensé lorsqu'avec ta fille, l'été suivant, vous avez cherché une belle pierre à poser dans le creux de ce magnifique châtaignier, malade depuis l'arrivée du Cynips en Corse, qui marque un arrêt presque rituel dans votre balade préférée en contrebas du village. Pourquoi maintenant que tu revois ce grand arbre, soutenu par des béquilles, penses-tu à Jérôme Bosch ? Je reviens un peu sur ce que je disais, mais les Inohana poussent comme ça. Vous voyez, M. Hattori a joint ses mains pour dessiner un triangle. Ça, c'est la montagne. Et on les trouve en descendant à 3-4 mètres du col. Pendant 6 ans, j'ai cueilli ces champignons au même endroit. Je pensais au départ que, vu que c'était un terrain comme ça, en pente, sous le sommet, et que l'eau coule vers le bas, que la radioactivité devrait baisser avec le temps. Mais il s'est avéré qu'elle augmentait. Et alors que la teneur des champignons était de 370 becquerels la première année, 2 ans plus tard, elle était montée à 700 becquerels. Et quand je les ai mesurés récemment, 6 ans et demi plus tard, la teneur était de 1800 becquerels. Pourquoi augmente-t-elle ? Vous ne le savez peut-être pas, mais on cueille ces champignons sous des arbres gros comme ça. Et ils poussent à leurs pieds. Les feuilles et toutes les matières qui tombent de ces arbres pourrissent et se changent en terre. Et le champignon aspire à son tour les éléments de cette terre. C'est la 3e version de son récit. Monsieur Hattori se tient dans le studio sur fond noir que tu as installé avec Gaspard quelques jours avant, dans une bâtisse de la ferme des Ono. Son pantalon blanc, sa chemise à carreaux ressortent bien. Il semble assez détendu lorsqu'il exécute l'exercice étrange que tu demandes à tes participants. Raconter sous forme de monologue une anecdote, un souvenir, un geste ou une histoire qui exprime le rapport personnel et physique qui vous lie au territoire de Towa. Tu n'enregistres pas des témoignages sur la grande catastrophe de l'Est du Japon. Tu proposes aux habitants de composer des récits et les laisses prendre la main sur ton projet pour raconter ces lieux contaminés par la catastrophe. Tu veux comprendre par où en passe la remise en marche de l'histoire. Comment un tel choc s'intègre dans la mémoire d'une vie, dans le rapport à un lieu. Tu te demandes comment montrer le changement invisible dans un paysage que tu décides finalement d'effacer. Tu imagines cet espace noir comme une scène où les participants performent leur histoire. Ils s'adressent directement à ta caméra, respectent 1 minute de silence avant et après chaque prise et refont ce même récit plusieurs fois de suite. Ce que tu leur proposes dans ce dispositif presque théâtral, c'est un espace et un temps pour filmer la mémoire à l'œuvre, en train de se constituer en récit pour déceler les constructions subtiles qui permettent d'intégrer la catastrophe dans la représentation préexistante du pays natal. Donc, 1 kilo de champignons crus, 1800 becquerels. Mais comme je l'ai fait sécher de manière drastique, pour faire 1 kilo de champignons à la sortie, il me faut 7 kilos de champignons crus. Et le résultat de ces champignons traités était de 62 becquerels par kilo. Donc j'ai pu confirmer que la salinité permettait de pénétrer l'aliment et d'en extirper la teneur radioactive. Mais moi, je ne suis pas un vrai scientifique, et ce que l'on peut faire après cette opération, je n'en sais rien. Monsieur Hattori a continué quelques minutes encore en ajoutant que de toute façon, la radioactivité n'a pas disparu, qu'elle part ensuite dans l'eau. Et où va cette eau ? Tu remarques comme une récurrence dans les récits que tu enregistres, cette attention aux détails, à des actions simples, manuelles, à un bricolage à taille humaine.
Est-ce que cette manière d'aller chercher dans les petites choses, dans la manière attentive d'en faire état et d'en prendre soin, juste à ce niveau-là, pas plus loin, est-ce que cette attitude-là serait une manière d'approcher humainement l'hyper-objet catastrophe nucléaire ? Est-ce que ce serait d'ailleurs la même attitude qui t'a poussé à venir ici, à t'attacher aux détails et à te lancer dans cette collecte de monologues ? Quand les avais-tu remarqués pour la première fois ? À relire tes notes, ce serait le jour où M. Ono t'avait emmené en haut de la petite montagne derrière lui, le Kuchibuto-yama. Vous étiez en voiture, 2 voitures se suivant pour monter et redescendre la route à l'air abandonnée. Tu y roulais mal, nid de poules et branches cassées, les installations du petit parc pour enfants finissant de former un tableau très fin de siècle qui a mal tourné, rappelant la grande roue de Tchernobyl. Tu entendais presque le rire grinçant des mécanismes rouillés à force d'avoir vu les images. En redescendant, vous étiez sortis un peu des voitures, compteur Gégère en main, et la désertion que tu voulais voir avait buté sur ces rubans roses accrochés aux branches ici et là. Voyant ce que tes yeux et ton esprit s'étaient préparés à trouver, tu avais compris d'abord que ces rubans indiquaient des travaux de décontamination qui avaient eu lieu ici, là, et puis un peu plus loin encore. Au bout de quelques jours, tu avais acquis l'habitude de repérer sans plus même t'en étonner ces sortes de balises marquant par leur nombre la tâche herculéenne qui consiste à décontaminer un paysage, un environnement forestier, des montagnes entières. Les rubans roses pouvaient te servir d'aiguillon pour te rappeler, quand tu le perdais de vue, que quelque chose s'était bel et bien passé ici. Tu te rappelles la sorte de déception un peu malsaine lorsque tu avais finalement appris que les rubans n'étaient pas à l'exclusive de la contamination, mais qu'ils relevaient d'une signalétique d'intendance forestière plus large, dans laquelle la contamination avait comme naturellement trouvé sa place. Cet après-midi, tu n'as pas de rendez-vous et tu décides avec Gaspard de faire un tour dans la montagne pour enregistrer des bips. Transformer les présences en sons pour pouvoir les sentir. Combler votre infirmité par des traductions de sens à sens. Là-haut, vous le savez, les taux de radioactivité sont plus élevés. Vous entendrez moins de présence humaine, de voitures, de machines, plus de vent dans les feuilles, d'oiseaux, d'insectes et des bips, probablement nombreux. Cela te permettra de les mixer facilement à d'autres ambiances dans la bande-son que tu veux composer pour les monologues. Vous grimpez en voiture et vous engagez dans la forêt. La route est de plus en plus mauvaise, parsemée de feuilles mortes de branchages. Vous longez une petite rivière. En haut de la colline, vous suivez une piste de terre cette fois. Au virage suivant, vous découvrez et longez une grande palissade blanche, toute neuve, bien lisse et brillante. Pour qui passe du temps dans la région, ce que cache et renferme cette structure est évidente. Il est même possible de se faire une image assez précise de son organisation intérieure. Des tas de sacs en plastique bleu ou noir, remplis de déchets radioactifs, posés en quinconce pour constituer des tas de 3 ou 4 étages surmontés de cheminées pour permettre l'émanation sans risque d'explosion des gaz de fermentation. La procédure est balisée, reproduite à l'identique sur tout le territoire. Un nouveau venu pourrait croire à un château, une place forte, un sanctuaire, un mur de séparation. La première fois que tu les avais croisés près de la côte, ces grandes plaques blanches t'avaient fait penser en plus fragile aux blocs de béton rectangulaires que tu avais vus dresser à Jérusalem-Est en 2002. Tu avais entendu évoquer cette même idée que tu avais vu réaliser là-bas de peindre sur les palissades le paysage que ces façades avaient occulté. Un théoricien du mur, côté israélien, t'avait précisé pendant un entretien « Les murs doivent être assez hauts pour que seuls les oiseaux puissent passer ». Et ici, qu'espères-tu de ces palissades ? Vous vous garez et sortez l'enregistreur. Le compteur frétille. Il égrène des petits bips vifs et réguliers. Au même moment, la pluie commence à tomber finement, mais suffisamment pour envelopper et couvrir vos bips de gouttes bien pleines et résonnantes. Où pourriez-vous abriter l'enregistreur ? Dans les interstices des palissades ? Cela vous donnera au passage une idée du peuplement de ces enclos. Mais à l'intérieur, pas de grands changements. Le taux est même à la baisse. Le petit ruisseau à l'extérieur est bien plus grésillant. Vous essayez quelques dispositifs différents, des ambiances plus larges, en gros plan, avec ou sans eau, avec ou sans bip. Juste cette belle hauteur d'air, ce vent doux et large dans lequel persiste en écho le cri aigu d'un rapace. Puis vous reprenez la voiture. Vous êtes un peu sonné et perplexe après cette séance. Tu ne connais pas de mot équivalent à voyeurisme pour l'action d'enregistrer un son qui ne te serait pas destiné, mais tu ressens quelque chose de cet ordre. Alors que de retour dans la voiture, vous essayez de formuler maladroitement ce sentiment, la route a tourné. Elle est maintenant encadrée sur toute sa longueur et à perte de vue des mêmes palissades blanches. Vous roulez plusieurs minutes dans une ville fantôme ayant abandonné là ses châteaux fortifiés.
La droite ligne de ces façades découpe sans pitié dans le vert des forêts comme une retouche numérique grossière qui aurait d'un copier-coller effacé à l'emporte-pièce une partie du paysage. Tu n'as jamais rien vu de tel en pleine montagne. Sur la côte, oui, mais leur présence ici, dans les terrains ondulants de ces collines, au beau milieu d'un territoire supposé sauvage, est d'autant plus violent. Tu ne te souviens d'aucun son, d'aucun bip, juste d'un travelling silencieux sur ce territoire absurde. Puis des maisons refont leur apparition. Un village, un carrefour, des voitures vous croisent finalement. Et au fur et à mesure que les déchets s'éloignent, un mouvement humain reprend place dans le paysage. C'est ici qu'il est prévu dans quelques mois que les gens se réinstallent. Le gouvernement va cesser de subventionner les déplacés et la commune sera réouverte à l'habitation. Si tu en crois les habitants de Towa, peu de gens prévoient de revenir, environ 10%, avait dit M. Ono. Les plus âgés, ceux qui ne craignent pas les conséquences dans 30 ans des radionucléides sur leur santé et qui veulent, tu aimes l'expression, continuer à prendre soin du paysage. Avant de venir à Towa et d'écouter les habitants composer ces monologues à ta demande, l'idée d'un territoire radioactif prenait pour toi la forme d'un espace figé sous cloche, inaccessible, comme dans un songe dans lequel on voit parfaitement un endroit que l'on ne peut jamais atteindre. À Towa, pas de cloche de verre, rien ne semble avoir changé et pourtant rien n'est pareil. Tu sais maintenant les efforts déployés par les habitants pour vivre sur ce territoire contaminé et continuer à en prendre soin. Et tu te demandes encore que peut réparer ici le fait d'en faire le récit. Que peut cette histoire que te raconte le jeune Muto, par exemple, de ces sangliers descendus de plus en plus bas vers les habitations depuis que les villages voisins ont été évacués, de ces sangliers qu'il faut chasser en nombre, qu'on ne peut plus manger, mais qu'il a tout de même voulu apprendre à dépecer. Comme d'autres habitants, le jeune Muto raconte un souvenir étrange. Il construit devant ta caméra la mémoire d'une pratique nouvelle pour lui, apprise depuis et du fait de la catastrophe, en prévision, précise-t-il, de sa transmission aux générations à venir. En repasser par les sens pour appréhender le non-sens, qu'est-ce que tu touches, qu'est-ce que tu transmets, que peux-tu faire avec un seul couteau ? Merci à vous d'être venus nous écouter. Moi, je vais parler de choses beaucoup plus basiques et beaucoup plus générales. C'est une réflexion qui n'est pas du tout achevée, dont je ne suis pas du tout sûr des résultats, sur cette notion qui est très à la mode en ce moment, d'effondrement. Le point préliminaire que je voudrais faire, c'est que tout ce que je vais vous raconter, il ne faut surtout pas prendre ça comme une forme de minimisation ou de relativisation de la crise environnementale contemporaine. Donc j'ai écrit un livre que Benoît a mentionné qui s'appelle « L'événement anthropocène » avec Christophe Bonneuil, qui insiste justement sur le caractère absolument exceptionnel et formidable de ce qui nous arrive. On a émis donc dans l'atmosphère 1400 milliards de tonnes de CO2. Le niveau de CO2 n'a jamais été aussi élevé depuis 2 millions d'années. Le taux d'extinction des espèces n'a jamais été aussi important depuis 65 millions d'années. Les flux de phosphore, d'azote qui sont produits par l'humanité, en particulier par l'agriculture, sont largement supérieurs aux flux biogéochimiques naturels qui existent dans la biosphère. Donc voilà, ce qu'on a fait, c'est vraiment quelque chose d'absolument gigantesque, quelque chose d'énorme a eu lieu sur la Terre depuis au moins 200 ans. Mais est-ce que effondrement, c'est le bon mot ? C'est un petit peu la réflexion que je voudrais vous proposer aujourd'hui. Et je crois que la question mérite d'être posée parce qu'en ce moment, on assiste à un retour en force de cette notion d'effondrement. Et c'est pour ça que je vous ai proposé un petit collage de couvertures un peu anxiogènes de livres récents qui ont eu pas mal de succès pour certains, en particulier Jared Diamond, Collapse, Effondrement, je crois que c'est un livre de 2006 ou 2007, je ne me souviens plus, mais ça a été un grand best-seller. On a d'autres livres comme L'effondrement de la civilisation occidentale, écrit par un journaliste et une historienne des sciences, Naomi Oreskes, et récemment en France, Comment tout peut s'effondrer, de Pablo Servigne, Raphaël Stevens. Auparavant, il y avait eu Pétrole Apocalypse d'Yves Cochet, qui ont pris, soit dans le titre, soit comme thème principal, cette notion d'effondrement.
Alors, ce succès du terme d'effondrement, ce succès, alors qui est en fait un retour en force, parce que dans les années 70, il y avait déjà, j'y reviendrai ensuite, il y avait déjà beaucoup de réflexions autour de l'effondrement, mais ce succès depuis les années 2000, en fait, on le voit déjà émerger dans les années 90, aux États-Unis, plus particulièrement dans le complexe militaro-industriel américain dans les années 90, dans un complexe plutôt sécuritaire en fait américain, auprès du Pentagone, auprès de sociologues qui sont aussi consultants en sécurité auprès du Pentagone. Et c'est frappant de voir que dès les années 90, ce petit groupe-là reprend les constats alarmistes du GIEC, de l'IPCC, donc de ce groupe international d'études du climat. Par exemple, un sociologue qui s'appelle Thomas Homer Dixon écrit un livre en 1993 qui s'appelle Environmental Scarcity and Global Security, où il fait un portrait apocalyptique de l'épuisement des ressources, de la croissance démographique et du changement climatique. Ce livre est repris ensuite dans un article qui a fait grand bruit de Robert Kaplan qui s'appelle The Coming Anarchy, l'anarchie qui vient, l'anarchie qui vient, de 1994. Et dans ces ouvrages-là, dans ce petit monde-là, donc qui gravite autour des questions de sécurité aux États-Unis, la dégradation environnementale, le changement climatique, l'épuisement des ressources, la croissance démographique va produire un chaos dans ce qu'ils appellent le Global South, dans le Sud global, dans ce qu'on appelait avant les pays en voie de développement. Ce Global South qui devient complètement anarchique, en particulier dans les grandes villes du Global South, qui menace ensuite la sécurité américaine, ou en tout cas qui redéfinit un petit peu les questions sécuritaires et les questions d'ordre international pour les États-Unis et en particulier pour l'armée américaine. Je dirais que ce discours-là est sans doute moins présent en Europe, même si chacune des armées de l'Union européenne, en tout cas la Bundeswehr, l'armée française, etc., fait des scénarios sur des changements climatiques brutaux et qu'est-ce que ça implique pour la conduite des opérations militaires. Ce qui est sûr, c'est que cet imaginaire-là, on le retrouve beaucoup dans le discours en ce moment sur l'immigration, avec une image très présente, y compris chez nos gouvernants, à vrai dire, de hordes de réfugiés climatiques qui vont venir frapper aux frontières d'une Europe prospère. On a en tout cas dans ce moment-là, disons, de discours sur l'effondrement, un discours qui est très orientaliste dans le sens où l'effondrement vient des pays pauvres dans leur inaptitude à gérer à la fois leur environnement et à gérer les crises que conduit l'environnement. On a un discours néo-malthusien évidemment aussi très présent, qu'on retrouve d'ailleurs dans le succès récent du livre de Robert Smith, La ruée vers l'Europe, qui était entièrement démenti, l'idée qu'il y aura une ruée démographique liée à la croissance démographique africaine, idée qui a été démentie par tous les démographes sérieux d'ailleurs de ce point de vue-là. Alors il y a aussi une collapsologie de gauche, et c'est plutôt celle-ci que je trouve intéressante, donc des personnes qui réfléchissent à la... Le point de départ de ces réflexions-là, c'était la question du pic du pétrole, en fait. Donc, il réactive la question du pic de pétrole. Je pense en particulier à Yves Cochet, en France, donc, qui a été ministre de l'Environnement sous Jospin, qui est encore député européen, qui, dans un livre de 2008, Pétrole Apocalypse, au moment où les cours du pétrole étaient élevés, expliquait qu'on courait vraiment à une transformation, à un effondrement des sociétés industrielles du fait de l'épuisement du pétrole. Et en 2008, il expliquait que les Jeux Olympiques de Londres en 2012 n'auraient sans doute pas lieu par manque de pétrole. Récemment encore, Yves Cochet, dans un article de Libération, un article de 2017, explique qu'il y aura sans doute un effondrement en 2030, où la moitié à peu près de la population mondiale va y passer, et on assistera, il l'espère, à une renaissance à partir des années 2050 grâce à des petites communautés autonomes. Ce courant de pensée est repris par divers auteurs dans des livres, par exemple comme celui de Pablo Servigne et Raphaël Stevens, qui est un livre intéressant qui essaie d'utiliser la notion d'effondrement comme une forme de motivation, d'incitation à la décroissance, à la sobriété énergétique matérielle. Ou encore le livre de Philippe Biwix, qui a entièrement raison dans le sens où c'est un ingénieur qui est spécialiste des métaux et qui explique que, en tout cas, il y a une mise en garde contre l'idée qu'on va pouvoir faire une transition verte, qu'on va pouvoir continuer à consommer comme des porcs grâce à des technologies écolo, grâce à des smart cities, des éoliennes et des panneaux solaires et grâce à l'économie circulaire. Alors, tout en sympathisant avec ces objectifs-là, est-ce que, une fois encore, le mot d'effondrement, c'est le bon mot pour décrire ce qui nous arrive ?
Est-ce que c'est le bon mot pour agir politiquement? Est-ce que c'est le bon mot pour faire advenir, par exemple, la décroissance? Alors, l'enjeu est important parce que, pour reprendre une citation très éculée de Albert Camus, mal nommer un objet, c'est ajouter au malheur de ce monde. Ce que je vais vous proposer aujourd'hui, c'est un recours par l'histoire, un détour par l'histoire pour essayer de questionner un petit peu les effets politiques de cette notion d'effondrement. Alors, à mon sens, l'un des premiers exemples historiques que l'on a de cette utilisation d'un discours de l'effondrement remonte à la Révolution française, au tournant des XVIIIe et XIXe siècles. Il faut savoir que la fin du XVIIIe siècle, c'est un moment de grande angoisse sur la ressource forestière. Dans les années 1770, jusque sous la Révolution française, le prix du bois explose dans toute l'Europe occidentale, et en particulier en France. Et l'idée qui domine, c'est celle d'un épuisement des forêts et également d'un changement climatique causé par la déforestation. En 1801, dans le Moniteur universel, qui est un peu le journal officiel de l'Empire, enfin du consulat à ce moment-là, un agronome qui s'appelle Cadet de Vaux explique donc nous sommes dévorés de sécheresse et la science dit il ne faut pas accuser la nature mais l'homme qui, en altérant la surface de la terre, a changé le cours de l'atmosphère et conséquemment l'influence des saisons. La forêt avait formé les liens d'une société, sa dégradation les a rompus. Combien de vastes contrées en Asie, en Afrique, jadis fertiles et peuplées autant que cette France orgueilleuse, sont devenues de vastes déserts. La fécondité de la terre dépend des arbres, parce que seuls y entretiennent l'humidité du sol, multiplient les sources, les ruisseaux, les étangs, les rivières, les fleuves, enfin les amas d'eau dont l'évaporation favorise la végétation et salubrifie l'air. À peu près au même moment, on a tout un tas d'auteurs qui s'inquiètent sur la déforestation et le changement climatique, et le processus en cours est perçu comme irréversible, comme en coupant les arbres, on altère le climat, on empêche la possibilité même d'une réforestation par la suite. Alors, ce discours de l'effondrement lié à la déforestation, il s'inscrit dans un cadre politique bien précis qui est la lutte contre les usages communs de la forêt. En gros, pendant la Révolution française, les paysans se réapproprient des espaces forestiers qui avaient été expropriés pendant ce qu'on appelle la réaction féodale, quelque chose qui a lieu dans les années à partir des années 1760, où les seigneurs, du fait d'ailleurs de l'augmentation des prix du bois, décident d'exploiter les forêts différemment, d'en couper l'accès aux paysans qui évidemment utilisaient le bois mort par exemple pour se chauffer, qui avaient tout plein d'usages importants dans les forêts, en particulier faire paître leurs animaux. Et ces seigneurs, vu que le cours du bois est élevé, décident de fermer l'accès et d'utiliser les forêts comme des usines à bois, et donc mettent en place un système rationnel de foresterie pour maximiser la production soit de charbon de bois, soit de bois d'œuvre. Et pendant la Révolution, tous ces empiètements, toutes ces expropriations sont remises en cause par les paysans qui estiment que du fait de la Révolution, ils sont propriétaires de ces bois communaux et il faut qu'ils en reprennent possession. Et les élites parisiennes, libérales, qui mènent la Révolution à Paris, sont horrifiées par cette révolution paysanne et essayent de limiter, si vous voulez, ce retour des droits communs sur les forêts. Et le discours du changement climatique, qui est porté par des agronomes, Cadet de Vaux, c'est aussi un agronome, qui est porté par les agronomes de la Révolution, c'est une manière de dire aux paysans il faut que vous respectiez les forêts. Vous ne pouvez pas y amener vos bêtes, vous ne pouvez pas aller prélever du bois. L'enjeu est extrêmement important parce que l'enjeu, c'est le climat et donc finalement, c'est vos propres champs et vos propres récoltes. Donc le premier enjeu de ce discours de l'effondrement, c'est vraiment un enjeu de gouvernement des masses dans leur rapport à la nature après la chute de la féodalité. Le deuxième, il faut remarquer qu'au même moment, en Angleterre, le grand enjeu, c'est la loi sur les pauvres. C'est Malthus, en 1798, qui explique que la loi sur les pauvres favorise la fertilité des classes populaires et va produire un effondrement parce que la croissance de la population va plus vite que la croissance des ressources alimentaires. Le second enjeu du discours de l'effondrement, très vite, ça va être un discours de type colonial. Cette gravure est tirée d'une revue qui s'appelle les Annales européennes, qui est entièrement dédiée à la question du changement climatique et à la question de la déforestation, qui est fondée dans les début des années 1820. Et on a dans cette revue, et à travers cette image on voit très bien, l'utilisation de l'Orient comme figure et de la désertification comme mise en garde pour les gouvernements européens. En gros, ce que nous dit François-Antoine Roche, qui est le forestier qui pilote cette revue, si les gouvernements européens ne mettent pas en place une politique forestière très stricte,
de conservation forestière, alors on va aboutir à la même décadence que ce qui a eu lieu en Orient. Et par exemple, comment expliquer les ruines de Babylone qui sont maintenant au milieu de désert, comment expliquer les ruines de Palmyre, etc. C'est de dire finalement les peuples orientaux ont mal géré leur environnement, ont produit de la déforestation parce qu'ils ont mené la guerre, ils vivaient dans un luxe et dans la concupiscence. Et résultat, ils ont dégradé leur propre climat et produit leur propre dégénérescence raciale, parce que c'est un discours éminemment raciste, évidemment. Quand on altère le climat, on altère sa propre race. Et donc, les colonisateurs, ça a été bien montré par une historienne qui s'appelle Diana Kay Davis, les colonisateurs français de l'Algérie estiment que les paysages arides d'Algérie, c'est pas naturel, c'est lié à la déforestation qu'ont menée les Arabes. Ils ont mal géré leur environnement, ils ont produit, une fois encore, leur propre dégénérescence. Et la colonisation française, ça doit être une forme de restauration environnementale. Un des slogans, c'est de restaurer les greniers de Rome, puisque l'Algérie était une terre importante de production céréalière sous l'Empire romain. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, ce que les colons français, agronomes et forestiers voyaient comme des terres de déforestation, en fait, c'était des endroits où il n'y avait pas eu de forêt depuis plusieurs centaines de milliers d'années, comme peuvent le montrer maintenant les études palynologiques très précises. Toujours est-il que ce discours de l'effondrement, si vous voulez, ça a été un discours extrêmement important dans la justification de la colonisation au début du XIXe siècle. La troisième fonction du discours de l'effondrement dans les années 1800-1820, c'est d'encourager le recours au charbon fossile, au charbon de terre. Et le charbon de terre, la machine à vapeur, etc., va être lu comme une solution écologique, si vous voulez, à la crise environnementale causée par la déforestation. L'idée, c'était de faire advenir une transition énergétique, et le discours de l'effondrement, c'était de hâter l'utilisation du charbon comme source énergétique. Donc c'est troisième fonction du discours de l'effondrement. Donc première, c'est gouverner les populations rurales. Deuxième, c'était justifier la colonisation. Troisième fonction, c'était recourir à de nouvelles technologies vertes. Premier moment de l'effondrement, si vous voulez, du discours de l'effondrement, c'est les années 1800. Deuxième moment, je vais aller plus vite, c'est les années 1860. Il y a un traité bien connu qui s'appelle The Coal Question, la question du charbon, par Stanley Jevons. Alors, la question de l'épuisement du charbon, c'est un très vieux problème. Dès le début où on se met à exploiter en masse les ressources charbonnières, tout de suite, il y a eu des alertes en disant que c'est une ressource non renouvelable. On a des textes des années 1790 en France expliquant que le charbon, ça peut être qu'une solution temporaire, puisqu'à terme, on va épuiser les mines. Le seul recours, la seule politique énergétique valable, c'est l'exploitation durable des forêts. Bon. Toujours est-il que dans les années 1860, cette inquiétude s'accroît. Et Stanley Jevons écrit un traité extrêmement important, The Coal Question, qui, fait, à mon avis, fait deux points importants. Le premier point, c'est qu'il montre bien la différence entre la question de type malthusienne, où en gros on atteint une limite asymptotique quand on est dans une économie agraire. Un champ, on va aboutir à des productions maximales, mais on n'imagine pas l'effondrement de la production d'un champ. Par contre, dans la question minière, on aboutit à zéro, on aboutit à une production parfaitement nulle. Donc, disons que Stanley Jevons insiste sur le caractère effondrement, justement, le caractère inévitable de l'effondrement dans des sociétés qui recourent à une énergie minérale. La deuxième notion essentielle, c'est évidemment la notion d'effet rebond. L'idée que sans doute les machines à vapeur sont de plus en plus efficaces, mais ça ne conduit pas du tout à économiser le charbon, au contraire, parce qu'elles sont plus efficaces, elles reviennent moins chères, donc finalement la consommation globale de charbon augmente, puisque plus en plus d'industriels utilisent du charbon. Donc il s'intéresse beaucoup plus à la question de la consommation, et à ce sens-là, c'est un livre vraiment extrêmement important. Ce qui est intéressant, c'est de voir le contexte et l'effet aussi que produit ce traité. L'effet, ça va être d'interpeller les élites impériales britanniques qui vont s'intéresser finalement aux ressources minérales qui existent dans leurs colonies, et on va assister à des efforts de prospection globale du charbon, par exemple, mais de tout un tas d'autres types de minerais. La fin du 19e siècle, c'est un moment où il y a une véritable inquiétude sur les ressources, sur la limitation des ressources minérales. Les géologues s'inquiètent de l'épuisement des mines de cuivre, des mines de zinc, de mines d'étain, dans un contexte de seconde révolution industrielle, d'électrification, etc., où on se met à utiliser ce type de ressources. Et c'est aussi un moment où, d'une part, on a des inventaires globaux de ressources. On va avoir, par exemple, un inventaire global des ressources de charbon, des réserves de charbon au niveau mondial. Et puis, c'est un moment aussi où, une fois encore, les théoriciens de l'impérialisme vont insister sur, finalement, cette question de l'effondrement possible des civilisations industrielles, des pays industriels européens, s'ils ne vont pas mettre en valeur les ressources du globe.
Et par exemple, je vous donne une citation de Paul Leroy-Beaulieu, qui est un théoricien de l'impérialisme français, de la colonisation chez les peuples modernes, où il explique que l'Européen doit connaître et développer au maximum les ressources, et il a le droit de coloniser parce que tous les espaces restés vacants sur le globe ou habités par des peuples endormis et languissants, par des peuplades incohérentes, dénuées du sens du progrès et incapables d'exploiter les régions où le sort les a placés, il n'est ni naturel ni juste que les civilisés occidentaux s'entassent indéfiniment et étouffent dans les espaces qui furent leur première demeure, qu'ils y accumulent les merveilles des sciences, des arts, de la civilisation, et qu'ils voient, faute d'emploi rémunérateur, le taux d'intérêt des capitaux tomber chez eux chaque jour davantage, et qu'ils laissent la moitié peut-être du monde à de petits groupes d'ignorants, d'impuissants, des vrais enfants débiles, ou bien des populations décrépites, sans énergie et sans effort. Donc il y a vraiment cette idée très forte chez les impérialistes de la fin du XIXe siècle que finalement la colonisation est justifiée par un double effondrement. L'effondrement des peuples occidentaux industriels qui va courir à court de ressources, qui vont courir à l'épuisement des ressources en Europe ou aux États-Unis. Et puis remédier à l'effondrement environnemental provoqué par la mauvaise gestion de l'environnement par les peuples à coloniser. De la même manière, un théoricien de l'impérialisme américain qui s'appelle Alfred Thayer Mahan explique que the human race has come to the point where we must, to a certain extent, regard the natural resources of this planet as a common asset. En gros, il faut maintenant considérer les ressources de la planète comme un bien commun mondial qui doit être mis en valeur par les peuples les plus avancés. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir évidemment ce discours de l'effondrement des ressources qui est très présent tout le temps. Ce n'est pas du tout quelque chose de nouveau. L'idée qu'on va aboutir à l'épuisement des ressources ne va jamais s'appliquer aux efforts de consommation aux États-Unis. En 1918, les géologues américains expliquent qu'il est probable que finalement on ait déjà atteint le pic du pétrole aux États-Unis, que les nouveaux gisements sont plus petits, que les gisements d'importance se sont déjà épuisés. Et les années 1918-1920, c'est le moment d'explosion évidemment de la consommation de pétrole aux États-Unis avec le développement de l'automobile, de la fameuse Ford T. Donc c'est toujours un discours qui s'applique aux autres peuples que les peuples d'où sont émis ces alarmes sur l'effondrement. Le troisième moment de l'effondrement, où la notion d'effondrement est très importante, c'est les années 70. Je vais aller plus vite parce que c'est très connu. C'est très lié à la crise énergétique et au choc pétrolier, évidemment, des années 70. Et là, ce qui est intéressant, c'est de voir que la notion d'effondrement, qui est liée vraiment, qui est centrée sur la question énergétique, sert surtout à mettre en avant une notion de transition énergétique. Pour faire face à l'effondrement énergétique en pétrole, il faut mettre en place une transition énergétique. Et là, la notion de transition énergétique, au début, quand on commence à employer le terme de transition énergétique, de energy transition, c'est aux États-Unis que ça se développe, c'est pour justifier le nucléaire. C'est pour justifier le développement des centrales atomiques. Et d'ailleurs, le terme de transition énergétique, au départ, c'est un terme de physique nucléaire. C'est quand un électron passe d'un état à un autre autour d'un noyau. Et en France, c'est exactement ça qui se passe. Cette idée d'effondrement énergétique va servir à justifier le développement ahurissant du nucléaire en France dans les années 70-80. Et même encore maintenant, Édouard Philippe, récemment, dans une discussion avec notre ancien ministre de l'Environnement, Nicolas Hulot, expliquait qu'il était très intéressé par les questions d'effondrement. Et évidemment, Édouard Philippe est un ancien cadre de chez Areva. Cette notion d'effondrement est très présente aussi dans le lobby nucléaire. Alors, pour conclure sur cet aspect historique, avant d'en arriver au moment contemporain, je dirais que historiquement, donc, ça a eu trois grands effets, trois grands objectifs, la notion d'effondrement. Donc, gouverner les usages populaires de la nature, imposer aussi une vision rationalisante, technocratique des ressources naturelles, coloniser, ça c'était extrêmement important dans le discours de justification de la colonisation, et puis promouvoir certaines techniques, certains développements techniques, soi-disant plus autarciques, plus durables aussi contre d'autres. Alors, actuellement, le discours de l'effondrement désigne en fait un mélange qui n'est pas forcément cohérent, où on met ensemble des problèmes qui jouent à des échelles différentes et qui concernent des géographies différentes. Le changement climatique, la pollution généralisée, la crise de la biodiversité et l'épuisement des ressources énergétiques et la fin du pétrole conventionnel. Alors, quels sont, étant donné l'éclairage historique que j'ai essayé de vous donner brièvement, quelles sont les conséquences possibles du discours de l'effondrement? Quelles sont les conséquences politiques
les effets politiques possibles de ce discours de l'effondrement. Alors, première hypothèse, une forme de démobilisation. En gros, on profite des dernières décennies où la Terre est encore habitable, où on a encore des ressources énergétiques bon marché. Je ne pense pas que ce soit le plus probable. On peut ne pas être complètement pessimiste sur la nature humaine, même si Donald Trump existe. C'est peut-être pas, disons, l'hypothèse la plus probable. Deuxième hypothèse, c'est que le discours de l'effondrement, qui n'est évidemment pas qu'un discours, se mêle avec de véritables catastrophes climatiques ou environnementales et qui est une forme de pédagogie de la catastrophe et que face à ces coups de boutoir assénés par les catastrophes, on assiste enfin à un grand élan d'autorestriction, de solidarité, de décroissance, que, je ne sais pas, on abandonne la voiture individuelle, qu'on devienne végétarien, qu'on limite la consommation des biens matériels, etc. Alors peut-être, ce n'est pas non plus hyper crédible, parce que par exemple, sur la question de la pédagogie des catastrophes, on a déjà eu de très très grandes catastrophes, et évidemment après l'exposé précédent, c'est clair, mais en France, la canicule de 2003, ça a quand même fait 70 000 morts. L'ouragan Katrina, c'est 1900 morts aux États-Unis. L'ouragan Sandy, 210 morts à New York. New York, quand même, cœur du capitalisme, de là où les choses se passent en termes de décision. Ça a coûté quand même 75 milliards de dollars, hein, l'ouragan Sandy. Donc on a déjà eu de très grosses catastrophes et ça n'empêche pas, malgré tout, les choses de continuer comme avant. Troisième hypothèse. La notion d'effondrement est tellement anxiogène, elle met la barre tellement haut dans tout ce qui pourrait nous arriver de dommageable qu'elle encourage des raccourcis technologiques, qu'elle encourage finalement une forme de retour du modernisme et d'une retour de la démiurgie technologique, une solution de type technofixe. Alors sur l'énergie, c'est évidemment le recours massif au nucléaire ou à des choses encore pires comme le pétrole de schiste, les sables bitumineux d'Alberta, ce genre de technologie extrêmement dommageable. Mais si l'enjeu, c'est vraiment, comme nous dit Yves Cochet, la disparition de la moitié de la population mondiale avant 2050, peut-être que ça vaut le coup de faire des centrales nucléaires, j'en sais rien. C'est une question qui mérite d'être posée. Et pour la question du climat, ça pourra être des choses très dangereuses, sans doute, comme l'idée de géo-ingénierie, l'idée de prendre en charge l'albédo de la planète, d'aller injecter des aérosols soufrés dans la haute atmosphère pour renvoyer une partie de l'énergie solaire vers l'espace. Ou pire encore, les agrocarburants pour la question de la pénurie énergétique. Ce qui est sûr, c'est que si l'enjeu c'est l'effondrement, alors tout devient permis. Donc il y a une forme de danger, à mon avis, politique, à mettre en avant cette notion pour cette raison-là. Alors comme une fois encore, je n'ai pas de solution. Peut-être qu'effondrement, c'est un bon moteur politique, j'en sais rien. D'ailleurs, ce n'est pas vraiment mon problème. Je voudrais finir avec quelques images pour qu'on réfléchisse ensemble sur ce qui nous arrive. J'ai bien aimé Apocalypse lancinante, dont tu as parlé, Mélanie, c'est un joli terme en tout cas. Et je voulais vous montrer ces trois images. Alors, en bas, c'est un méthanier, qui exporte du méthane liquéfié qui a été produit à Yamal. Yamal, c'est tout au nord de la Sibérie, bien au-delà du cercle polaire. Ça se trouve en Russie. Et à Yamal, en fait, grâce au recul des glaces, on peut de plus en plus exploiter le gaz qui s'y trouve. C'est des ressources considérables, 50 000 milliards de mètres cubes, près de 20 ans de consommation de gaz mondial se trouve là-bas. Total, l'entreprise française pétrolière, y a investi beaucoup d'argent, de même que les Chinois et les Russes, bien sûr. Et ce qui est intéressant, je trouve, dans cette affaire de Yamal, c'est qu'on voit que le changement climatique, c'est une formidable aubaine pour certains pays, par exemple pour la Russie, qui voit déjà le développement de la Sibérie rendu possible. Il faut savoir que c'est depuis 2-3 ans, des navires utilisent le passage du Nord-Est, c'est-à-dire rejoignent l'Europe à l'Asie en passant par le nord de la Sibérie. Et donc c'est l'ouverture d'un nouveau canal de Suez, mais l'ouverture gratuite, la nature fait le travail pour nous. Et donc c'est vraiment des occasions de profit formidables pour des entreprises pétrolières ou pour la Russie par exemple. Donc voilà, est-ce que effondrement c'est le bon terme, sachant que c'est un aspect évidemment très englobant dans cette notion d'effondrement. La deuxième image que je trouve frappante, c'est en haut à gauche, c'est... je ne sais pas si vous reconnaissez, mais c'est Manhattan, juste après l'ouragan de Sandy. Il y a une tour qui est bien éclairée, c'est la tour de Goldman Sachs, qui avait évidemment des groupes électrogènes pour pouvoir continuer à travailler malgré les coupures de courant. Ça c'est un petit peu anecdotique. Et puis la dernière image qui est impressionnante, ça n'existe pas encore, c'est un rendu d'architecte d'un grand projet de digue à Jakarta,
Il faut savoir que Jakarta, c'est une des villes les plus menacées. C'est une énorme agglomération, Jakarta. Hein, c'est plusieurs dizaines de millions d'habitants qui sont dans l'agglomération de Jakarta. C'est une ville qui va énormément souffrir de la montée des eaux. Alors, ce n'est pas tant le changement climatique que ce qu'on appelle le phénomène de subsidence. C'est-à-dire, à force de pomper dans les nappes phréatiques, la ville s'enfonce. Et d'ailleurs, dans la plupart des grands deltas, ça c'est un point important, hein, qui a bien été fait par Ashley Dawson, qui a écrit un livre formidable qui s'appelle Extreme Cities. En gros, les grands lieux de peuplement de la planète sont évidemment les deltas, les zones côtières et les deltas en particulier, qui sont soumis évidemment à la question de la montée des eaux, mais pas seulement les eaux qui montent, c'est aussi les villes qui s'enfoncent. Bon bref, donc à Jakarta, un énorme projet immobilier s'est mis en place qui s'appelle le Garuda, du nom d'un serpent mythique dans la mythologie locale. C'est de construire des énormes digues. Et sur ces digues, évidemment, on va construire des gratte-ciels magnifiques avec des marinas pour super riches, pendant que la ville en tout entière s'enfonce. Donc, ce que dit Ashley Dawson, qui parle très bien de ce Garuda et de Jakarta, ce à quoi on assiste, c'est directement une forme plutôt d'apartheid climatique que d'effondrement, évidemment. Alors, pour résumer, je dirais qu'il y a au moins 4 problèmes à cette notion d'effondrement. Alors, le premier problème, c'est que, à mon avis, dans cette notion d'effondrement hérite énormément de la question du pic du pétrole. Et l'effondrement de la civilisation industrielle, on l'a d'abord pensé, il se justifie si on devait courir, s'il y avait vraiment une question de panne sèche générale, si vous voulez. Mais avec la question du changement climatique, du réchauffement climatique, il faut changer, à mon avis, cet imaginaire-là. Comme disait Naomi Oreskes, le changement climatique change absolument tout et doit aussi changer le discours écologique. La question du pic du pétrole a toujours été remise à plus tard, c'est-à-dire qu'en 1975, Hubert disait que le pic du pétrole global aurait lieu en 1995. En 1997, un géologue qui s'appelle Colin Campbell expliquait qu'on ne produirait jamais autant de pétrole qu'en 2010. Et on en produisait 80 millions, maintenant on est à 100 millions. Et on se rend compte qu'il y a toujours d'autres cochonneries à brûler au-delà du pétrole conventionnel. Et dans tous les cas, ce qu'explique le GIEC et ce qu'explique très bien un article de Nature de 2015, c'est qu'il faut... On peut, pour ne pas dépasser les 2 degrés en 2100, il ne faut pas émettre plus de 886 gigatonnes de CO2, 886 milliards de tonnes. Or, les réserves de fossiles économiquement exploitables, essentiellement du pétrole, du gaz et un peu de charbon, c'est 3000 gigatonnes. Donc en gros, rien qu'en utilisant les réserves qui sont économiquement exploitables, pas des choses complètement farfelues comme les hydrates de méthane ou des choses comme ça, on a largement trop de carbone sous le sol pour produire un dérèglement climatique absolument catastrophique. Et si on brûle tout, on est à plus 9 degrés, donc on a une planète vraiment très, très, très différente. Donc pour des raisons climatiques, il faut absolument produire une contrainte politique bien avant que l'effondrement arrive. L'effondrement énergétique arrive. Il faut provoquer l'effondrement du capitalisme fossile, si vous voulez. Politiquement, provoquer l'effondrement du capitalisme fossile. Le capitalisme fossile, il a tout son avenir, il va très bien, quoi. Il continue à se porter très très bien, il a tout l'avenir devant lui. Et on ne peut pas se contenter d'attendre cet effondrement-là. Le deuxième problème du terme d'effondrement, c'est qu'il est très anthropocentrique. Parce qu'on parle de quoi ? On parle évidemment de l'effondrement du capitalisme industriel, de la civilisation occidentale. Parce qu'en ce qui concerne la nature, l'effondrement a déjà eu lieu, il est déjà derrière nous. La masse des vertébrés... Si on prend simplement les humains et leur bétail, ça représente 97% de la masse des vertébrés terrestres. On laisse que 3% à tous les animaux qu'on voit dans les documentaires animaliers. Voilà, c'est 3% et l'essentiel, c'est nous, en fait, et les animaux qu'on mange. Le problème aussi, c'est l'historicité de l'effondrement. C'est un corollaire de ce que je viens de dire. L'effondrement, on a l'impression que c'est quelque chose qui est toujours à venir, alors que l'effondrement, d'une certaine manière, il est déjà derrière nous. Le troisième problème, c'est que cette notion d'effondrement, c'est aussi une angoisse de pays riches. À chaque fois, si vous regardez les promoteurs de cette notion d'effondrement, c'est le rapport au Club de Rome, par exemple, dans les années 70. C'est un assemblage d'industriels, de savants, de consultants, de Cold Warriors américains. Ce sont eux qui ont mis en avant ces questions d'effondrement. Or, ce qu'on vit avec le réchauffement climatique, c'est un processus extraordinairement inégalitaire, qui est extrêmement injuste, qui produit des trajectoires très différenciées suivant les pays et les classes sociales. Donc c'est pour ça que cette notion d'apartheid climatique, je la trouve à la limite beaucoup plus intéressante.
Et puis cette notion d'effondrement, elle a tendance à naturaliser et donc à dépolitiser le problème. C'est un peu comme si le capitalisme industriel allait s'effondrer tout seul du fait de sa seconde contradiction, de la contradiction environnementale, alors qu'en fait il faut se battre politiquement et collectivement pour produire notre décroissance, pour produire notre propre effondrement d'une certaine manière et arrêter une véritable persécution pour les pays et les classes sociales qui sont beaucoup plus vulnérables que nous. Voilà, je vous remercie pour votre attention.